Ma sœur a exigé 29 000 € pour une voiture neuve juste pour se vanter devant ses amis. Quand j'ai refusé, elle m'a jeté du café brûlant à la face. Puis a mis feu à ma voiture. Je suis resté silencieux, j'ai fait une seule chose et ça l'a fait s'agenouiller. Suppliant le pardon. Bonjour, je suis Léa. Ma sœur s'est tenue dans ma cuisine, a souri, puis m'a jeté du café brûlant au visage parce que j'ai refusé de lui donner 29 000 € pour une voiture dont elle n'avait pas besoin. Elle m'a brûlé le visage, puis a mis le feu à ma voiture. Mais ce qui a brûlé plus profondément, c'est que personne dans ma famille n'a demandé pourquoi, ils m'ont juste dit de laisser tomber. Je n'ai pas crié, je n'ai pas riposté, je suis restée silencieuse. Et ce que j'ai fait ensuite a été plus retentissant que n'importe quelle vengeance. Avant de nous lancer, à quelle heure écoutez-vous et d'où venez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous sommes ensemble. Je regrettais déjà d'avoir dit oui à ce café. Romane m'avait envoyé un message hier soir, juste un petit rendez-vous, ma grande sœur, c'est moi qui régale, et même à travers l'écran, je sentais le problème. Mais j'ai dit oui, parce que c'est ce que j'ai toujours fait, dire oui, sourire, maintenir la paix, être celle sur qui on peut compter. Le café était un petit établissement local niché derrière une zone commerciale à Cachan. Il jouait du jazz doux le matin et les pâtisseries semblaient faites par la grand-mère d'un provincial. Cela aurait dû être réconfortant. Ce ne l'était pas. Romane était déjà là quand je suis arrivé, faisant tournoyer son latte glacé au caramel comme si elle auditionnait pour une publicité. Ses ongles cliquetaient contre la tasse en plastique alors qu'elle me souriait, un sourire tendu, sec, trop large. « Tu es en retard ?» a-t-elle dit gentiment, ses yeux jetant un coup d'œil à la montre que je ne portais pas. « Je viens juste de l'entrepôt », ai-je répondu en me glissant sur la chaise en face d'elle. Le trafic sur la rue Gambetta était un désastre. Elle a balayé ça d'un geste, comme si je venais d'utiliser la météo comme excuse. Bref, a-t-elle gazouillé, je suis contente que tu sois venue. J'ai pensé à quelque chose et j'ai juste. J'ai besoin de ton aide. Ah, la voilà. Il me manque environ 29 000 € pour la rénovation de la cuisine, a-t-elle dit en sirotant son latte comme si ce n'était qu'une note de bas de page, et comme tu n'as pas d'enfant, tu es assise sur de l'argent, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Pardon? Romane s'est penchée, sa voix sirupeuse toujours aussi douce. Je veux dire, allez, Léa, tu es célibataire. Pas de frais de scolarité, pas de crèche, pas d'appareil dentaire, pas de fonds pour l'université. Pendant ce temps, mes jumeaux ont besoin d'une cuisine fonctionnelle et de nourriture qui n'est pas passée au micro-ondes. C'est un besoin familial. Je l'ai regardé. Une rénovation de cuisine n'est pas une urgence familiale. Elle a haussé les sourcils. Alors, maintenant tu dis que tes nièces ne méritent pas un endroit propre pour manger? Je n'ai pas mordu. Pas encore. J'ai pris ma tasse, juste de l'eau, pas de café, et j'ai pris une longue gorgée. Tu as toujours eu un cœur généreux, a-t-elle continué en inclinant la tête. Tu te souviens quand tu as couvert le paiement de ma voiture cet hiver-là quand Paul a perdu son emploi? Et tu as acheté une motoneige 2 semaines plus tard, ai-je dit, calme, mesuré. Son sourire a tressailli. C'est de l'histoire ancienne. Tu m'as demandé de te prêter de l'argent pour ton loyer l'année d'après, c'était pendant la période de confinement. Ne sois pas mesquine. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Je ne suis pas mesquine. Je suis claire. J'ai déjà aidé et ça ne t'a rien appris. Son ton a changé, comme une brindille cassée. Waouh, alors maintenant je suis une sorte de leçon? Tu penses que tu es meilleur que moi parce que tu mets ton argent de côté et que tu vis seul? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je l'ai observée, cette femme qui tirait mes cheveux sur la banquette arrière de la Corolla de notre mère et hurlait ensuite comme si je l'avais frappée. Elle n'avait pas beaucoup changé. Elle avait juste grandi dans de plus beaux vêtements et avec des mots plus manipulateurs. J'économise pour développer mon entreprise, ai-je dit. Je ne vais pas te donner près de 30 000 € pour que tu puisses poster tes nouvelles crédences sur Instagram. Son visage s'est fissuré, puis s'est durci. Tu ramènes toujours tout à toi. Tu penses que parce que tu écris des chèques, tu sais ce qu'est l'amour. Ça a touché une corde sensible. J'ai dégluti. Tu confonds amour et contrôle, Romane. Elle s'est penchée si vite que j'ai senti la table vaciller. Tu es froide. Tu as toujours été froide. Tu penses que rester silencieuse te rend noble, mais ça te rend juste faible. Tu ne sais pas comment soutenir ta famille,
tu ne fais que les payer pour qu'ils s'en aillent. Il y avait des gens autour de nous, un couple âgé lisant le journal, une femme avec une poussette, un groupe d'adolescents avec des manuels ouverts mais des téléphones à la main. J'ai vu leur tête se tourner. J'ai senti leurs yeux. Je suis resté immobile. Je ne te donnerai pas l'argent, Romane, ai-je dit. Et puis, sans un mot de plus, elle a pris son latte et l'a jeté à travers la table. Le couvercle en plastique s'est détaché en l'air, et le liquide couleur caramel a frappé mon épaule gauche et a éclaboussé ma poitrine. Une partie m'a échaudé le menton. J'ai entendu des halètements. Des chaises ont raclé. Mon corps s'est figé. La chaleur du café piquait, mais ce n'était rien comparé à la gifle de l'humiliation. Ce n'était pas juste le désordre, c'était d'être exposé en public par quelqu'un qui m'appelait sa sœur. Tu le regretteras, a-t-elle hurlé. Tu n'es rien sans nous. Et juste comme ça, elle était partie, ses talons claquant, la porte se balançant derrière elle. Le café est tombé dans un silence stupéfait. Une jeune femme est venue avec des serviettes. Le gérant a plané à proximité, demandant si j'avais besoin d'aide. J'ai dit non. J'ai dit que j'allais bien. Je me suis levé lentement, j'ai essuyé le pire et je suis sorti. Dehors, l'air était vif sur ma peau. Je n'ai pas pleuré. Pas même quand j'ai vu la tache couleur caramel clair couler sur mon chemisier. Pas même quand j'ai goûté le café sur mes lèvres, comme si c'était la honte elle-même. J'ai ouvert la portière de la voiture et je suis monté, les mains tremblantes, mais pas de douleur, des années où j'avais tout avalé et souri quand même. Les caprices de Romane, les excuses de maman, la façon dont papa n'intervenait jamais. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, quelque chose en moi s'est brisé. En tournant la clé et en sortant du parking en marche arrière, j'ai senti une légère odeur de brûlé, de sucre. Non, pas du café. Mes yeux ont jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, une fine traînée de fumée s'élevait derrière moi, mais ce n'était pas du moteur. Le clignotant a cliqué régulièrement alors que je m'engageais doucement sur la route résidentielle juste après le parking du café. Un instant, les arbres le long du trottoir ont flouté en traînées vertes et grises. Je me moquais de savoir où j'allais, n'importe où sauf là. Mais en regardant dans mon rétroviseur, quelque chose n'allait pas. La légère volute que j'avais remarquée plus tôt n'avait pas disparu. Elle s'était épaissie. J'ai cligné des yeux fortement. Non, ce n'était pas juste de la vapeur d'un vieil échappement fatigué. Cette fumée était dense, noire, rampant par l'arrière de la voiture. Je me suis arrêté rapidement près d'un cul-de-sac tranquille, le gravier crépitant sous mes pneus. J'ai mis la vitesse en position de stationnement, j'ai ouvert la portière et je suis sorti, la brise matinale me frappant la peau comme une gifle après tout le reste d'aujourd'hui. Et c'est là que je l'ai vu, des flammes léchaient le passage de roue derrière le pneu arrière, brillante et vivante, comme quelque chose qui attendait. Une seconde, ce n'était que de la fumée, la seconde d'après, la chaleur scintillait sur l'asphalte. Mon corps a agi par instinct. J'ai fait 3 pas en arrière, puis 5 de plus. Et, que quelqu'un appelle les secours, a crié un homme de l'autre côté de la rue, lâchant son râteau et courant vers moi. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je suis resté là, regardant le feu dévorer ma voiture comme s'il avait une rancune. Ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était trop soudain, trop exact. C'était intentionnel. Au moment où les pompiers sont arrivés, l'air sentait le caoutchouc fondu et quelque chose d'acide, quelque chose de chimique. Mon chemisier collait encore humide à mon épaule où le café de Romane avait éclaboussé des heures plus tôt. Je pouvais sentir la tache de peau brûlée, une légère piqûre comparée à ce qui bouillonnait à l'intérieur. Un jeune policier, à peine plus âgé qu'un lycéen, s'est penché, a reniflé, puis a reculé. Accélérant fort, a-t-il marmonné à son partenaire, puis à moi, « Vous avez quelqu'un qui voudrait vous faire du mal ?» J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Non. Pas encore. Pas elle. Pas maintenant. Je leur ai donné mes coordonnées d'assurance, j'ai acquiescé quand ils ont suggéré que j'aille aux urgences pour faire examiner mes brûlures, puis j'ai regardé alors qu'ils roulaient la carcasse carbonisée de ma voiture sur un plateau. Elle ressemblait à un cadavre. Quelqu'un avait mis le feu, et je n'avais pas besoin d'un badge de détective pour deviner qui. En début de soirée, j'étais assise au volant d'une berline de location, une chose gris terne que l'assurance avait trouvée à la hâte. Il y avait toujours l'autocollant du concessionnaire sur le pare-brise. Je me suis garé sur un parking de supermarché juste à côté de la rue des Brotteaux et j'ai laissé mes mains reposer sur le volant. Elles avaient cessé de trembler,
Mais ma tête n'avait pas cessé. La journée continuait de se rejouer, le sourire narquois de Romane, sa voix quand elle disait « Tu n'as pas d'enfant, tu peux te le permettre », comme si j'étais un compte bancaire sans âme. Son café, chaud, amer, personnel, frappant ma clavicule et mon menton. Son cri résonnant encore à mes oreilles « Tu le regretteras, tu n'es rien sans nous ». Et maintenant ça. Ils avaient toujours poussé, toujours pris, mais ce n'était pas juste de la manipulation. C'était un message. Et la partie qui a brisé quelque chose de profond en moi, ce n'était même pas l'incendie. C'était de réaliser depuis combien de temps je l'avais laissé se produire. Je n'étais pas juste la personne facile, j'étais la personne jetable, le tampon, celle qui devait absorber le désordre, réparer les trous et sourire en le faisant. Je me suis penché en arrière sur le siège, regardant une jeune mère pousser un chariot de course avec un tout petit, et j'ai repensé à ma première année d'université, quand Romane a appelé en pleurant que son propriétaire était un salaud et que j'ai envoyé mes économies pour l'aider à déménager. Elle ne m'a jamais remboursé, n'a même pas dit merci. À Noël, il y a 10 ans, quand maman m'a tiré à part et a murmuré, « Ta sœur a toujours été pleine d'entrain, tu sais, c'est comme ça qu'elle montre son amour. » Et à mon propre anniversaire, mes 30 ans. J'avais réservé un week-end au spa pour moi. Romane a fait une crise de colère parce qu'elle n'était pas incluse. Alors j'ai annulé. J'ai plutôt fait un gâteau pour elle. Pas une seule fois elle n'a demandé si j'en voulais un. J'ai regardé mes mains. Elles étaient encore rouges de plus tôt, mais je ne ressentais plus de douleur, pas de la manière habituelle. Je me sentais clair. De retour à mon immeuble, je suis descendu lentement dans le parking souterrain. Il faisait plus frais là-bas, silencieux. Aucun bruit, sauf le faible ronronnement des moteurs et le son occasionnel de l'ascenseur lointain. Je me suis garé à ma place attribuée, j'ai coupé le moteur et je ne bouge pas pendant un moment. Il n'y avait pas de larmes cette fois-ci, pas d'appel téléphonique paniqué à maman, pas d'envie de me justifier. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le carnet en cuir que je gardais habituellement pour mes idées, mes plans de conception, mes objectifs commerciaux, mes budgets. Mais cette page n'était pas pour la planification, elle était pour la clôture. J'ai cliqué mon stylo et j'ai écrit une ligne, fermement et sans trembler, ne crie pas, ne supplie pas, mets Y fin en silence. C'est alors que mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran, un message de Romane. Tu l'as mérité. J'ai fixé le message, lumineux sur l'écran de mon téléphone. Tu l'as mérité. Juste 4 mots. Pas de ponctuation, pas d'excuses. Juste ce même sentiment de droit plat et vide que Romane portait toujours comme un parfum, quelque chose d'invisible mais d'étouffant. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai verrouillé mon téléphone et j'ai laissé mes mains reposer sur le volant pendant un instant. La voiture a ronronné doucement, garée au sous-sol de mon immeuble, les phares projetant de longues ombres le long des murs de béton. J'ai expiré lentement, puis j'ai éteint le moteur. Le silence s'est installé immédiatement, comme si le monde retenait son souffle. De retour à l'étage, mon appartement était silencieux. Pas de télévision, pas de musique. Juste le faible ronronnement du réfrigérateur et le léger tic-tac de la vieille horloge murale. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières, j'ai juste marché dans l'obscurité comme je l'avais fait 100 fois, la mémoire musculaire me guidant. Dans le petit coin repas près de la fenêtre, mon ordinateur portable était toujours ouvert, son écran pâle projetant une lumière douce et froide dans la pièce. Je me suis assise et j'ai complètement ouvert le couvercle. Avant même de toucher le clavier, j'ai ouvert le dossier que je n'avais pas ouvert depuis des mois, dettes et dommages de Romane. Pas de mot de passe, pas de ruse, juste la vérité. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des emails, des PDF, une copie scannée d'un chèque que je lui avais écrit en 2011, 200 € pour couvrir le loyer quand elle prétendait que sa colocataire l'avait lâché, les relevés de virement, l'historique des paiements en ligne, les fils de discussion enregistrés en PDF, les notes que j'avais griffonnées après des appels téléphoniques quand elle demandait encore de l'aide. Je ne l'avais jamais dit à voix haute, mais je construisais ça depuis des années. Pas par vengeance, pas vraiment. Plus comme une autopréservation, comme si je gardais une trace, alors peut-être que je pouvais me prouver que ce n'était pas tout dans ma tête, que je n'imaginais pas être utilisé. Et maintenant, ce dossier me semblait être une bouée de sauvetage. J'ai fait défiler lentement, mes yeux s'arrêtant sur une note que j'avais oublié d'écrire, elle ment le mieux quand elle pleure. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai fermé les yeux. Et comme ça, mon esprit a ouvert la porte à des souvenirs que je n'avais pas sollicités depuis des années.
Nous avions 15 ans quand Roman a volé le vélo du voisin et l'a détruit. Je l'avais trouvé derrière la remise, tordu comme si quelqu'un avait sauté d'un trottoir et avait mal atterri. Quand notre père l'a découvert, il a traversé la maison en criant. Je me souviens de Roman en pleurs, les yeux grands et humides, me montrant du doigt. J'avais pris le blâme sans même réfléchir, dit que je l'avais emprunté et perdu le contrôle. J'ai été privé de sortie pendant 2 semaines, et Roman, elle m'a apporté une sucette le lendemain et m'a dit « Tu es la meilleure sœur du monde ». À 19 ans, j'avais économisé pour des manuels pour mon premier semestre à l'IUT, pas grand-chose, juste 300 € dans un bocal en verre dans le tiroir de mon bureau. Roman était réapparu en pleurs, disant que son nouveau propriétaire la mettait à la porte parce qu'elle n'avait pas payé le dépôt à temps, quelque chose à propos d'un malentendu. Je lui ai donné le bocal. Elle a promis de me rembourser avant le début des cours. Elle ne l'a jamais fait. J'ai fini par emprunter les livres à une camarade de classe qui a eu la gentillesse de partager, et j'ai fait semblant d'aller bien, juste d'essayer d'économiser de l'argent. Mes parents, quand j'en ai finalement parlé, maman a juste soupiré et a dit « Elle est pleine d'entrain, c'est comme ça qu'elle aime. » N'en fais pas une histoire, Léa. Laisse-la avoir ça. Laisse-la avoir ça. Cette phrase aurait pu être gravée au-dessus de la porte de notre maison d'enfance, laisse-la avoir la plus grande part, le dernier mot, l'atterrissage plus doux. J'étais l'aînée, la plus calme, celle qui se relèvera. Même quand elle a plafonné ma carte de crédit à 26 ans, acheté des vêtements, des billets de concert, qui sait quoi d'autre. Maman avait juste dit, elle a des difficultés. N'aggrave pas les choses. Tu t'en remettras. Et je m'en étais remise. Mais maintenant, assise dans l'obscurité avec ce dossier ouvert et la fumée de ma voiture flottant encore dans mes poumons, je n'avais pas envie de me relever. Je me sentais éveillé. J'ai ouvert mon carnet, le même que je portais depuis des mois, le même où j'avais écrit plus tôt ce soir-là, assise dans cette voiture de location alors que le monde tournait de travers. J'ai ajouté une deuxième ligne sous la première, s'ils pensent que je suis la silencieuse, ils ont oublié que je suis aussi celle qui se souvient de tout. J'ai fixé les mots pendant longtemps, les laissant s'installer. Ils n'étaient pas dramatiques. Ils n'étaient même pas en colère. Ils étaient juste vrais. Puis j'ai ouvert mon navigateur, j'ai cherché le centre d'aide juridique local. Ils avaient une page avec les horaires d'accueil et les types de dossiers. J'ai mis la page en favori. Onglet suivant, fraude à l'assurance Rhône-Alpes, peine. J'ai parcouru les catégories civiles et pénales, j'ai regardé une vidéo de 2 minutes expliquant comment les incendies de voitures sont signalés et enquêtés, surtout lorsque des accélérants sont trouvés. Et j'ai sorti ma clé USB et j'ai copié le dossier Roman dessus. Puis j'ai commencé à construire une feuille de calcul, chronologie, date, incident, impact, document justificatif. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était même pas une question de justice. C'était une question de fait. C'était une question de tout voir enfin exposé sans que personne ne me dise de faire la paix ou de laisser tomber. Vers 2 heures du matin, mes yeux brûlaient, mais je n'étais pas fatigué, pas vraiment. C'était plus comme une pression dans ma poitrine qui avait commencé à se dissiper. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste préparé mon téléphone, face cachée sur la table. Il a vibré. Je l'ai retourné, appel entrant, maman. Je n'ai pas hésité. J'ai refusé. J'ai laissé le téléphone retomber sur le siège passager. L'écran affichait toujours, appel refusé, maman. Dehors, la rue était calme, le ciel pâle avec l'aube. Je suis resté là un instant, ma main posée sur le volant, avant de finalement tourner la clé et de rentrer chez moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal, Léa, c'est ta mère. Nous déjeunons chez tante Lynn. Ne sois pas dramatique, viens juste et parlons civilement. Aucune excuse, pas même l'illusion d'une, juste le même ton ancien de culpabilisation à peine voilé, poli par de la condescendance. J'ai écouté le message 2 fois avant de le supprimer. Mais je ne l'ai pas ignoré, non pas parce que je voulais une réconciliation et je savais mieux maintenant mais parfois, l'observation est plus utile que la confrontation. Alors, dimanche matin, j'ai enfilé un chemisier doux à manches longues qui couvrait la majeure partie de la brûlure sur mon avant-bras. Elle guérissait, mais la peau était toujours en colère et rouge, un rappel dont je n'avais pas besoin mais que je portais quand même. J'ai noué mes cheveux en un chignon bas, j'ai enfilé mes ballerines et j'ai roulé vers la maison de tante Lynn. Son jardin était une image familière, parasol, chaise pliante, mimosa,
cousin qui se promenait en polo pastel et robe d'été comme si rien n'avait jamais été brisé, comme si rien n'avait jamais été jeté. Le rire de Roman a retenti avant même que je ne monte sur la terrasse. Oh mon Dieu, je lui ai dit, si tu ne peux pas gérer une gueule de bois, ne sors pas avec moi. Plus de rire. Elle était assise au centre comme une reine des abeilles, lunettes de soleil sur le nez, verre à la main, agissant comme si elle n'avait pas jeté du café bouillant sur sa sœur 2 semaines plus tôt. J'ai passé devant le buffet sans rien toucher et je me suis assise à l'extrémité de la terrasse, près de la haie. Certains cousins m'ont fait un signe de tête, la plupart ont évité le contact visuel. Ma mère m'a fait un signe de la main comme si j'étais une invitée à un pique-nique paroissial. Quand mon père s'est finalement dirigé vers moi, il a tapé des mains et a souri comme si c'était un dimanche normal. Alors, a-t-il commencé en tirant une chaise, nous avons entendu parler de la situation du café. Je n'ai pas dit un mot. Il s'est penché un peu et a baissé la voix, mais pas assez pour que les autres ne puissent pas entendre s'ils écoutaient. Roman nous a dit que c'était un accident, qu'elle était devenue émotive, qu'elle ne voulait pas que ça aille si loin. Eh bien, peut-être as-tu un peu exagéré? Ma fourchette est restée intacte à côté de l'assiette en carton. J'ai fixé la condensation sur mon verre d'eau. Avant que je ne puisse répondre, ma mère est arrivée comme un oiseau ramassant des miettes. Léa, a-t-elle dit avec ce ton condescendant qu'elle me réservait à moi et à moi seul, nous disons tous des choses sous la colère, le Seigneur sait que je l'ai fait, mais la famille ne devrait pas garder rancune, surtout pour des choses faites sous le coup de l'émotion. Puis Roman, faisant semblant de bouder, a baissé ses lunettes de soleil juste assez pour laisser entrevoir ses yeux d'innocence feinte. Je me suis déjà excusé, n'est-ce pas? Elle ne l'avait pas fait. Pas une seule fois. Ni par un appel, ni par un message, ni même par un regard de remords quand j'avais quitté l'hôpital avec de la gaze sur la peau. Mais là, elle réécrivait le passé en temps réel, avec la moitié de la famille qui acquiesçait comme si eux aussi s'en souvenaient ainsi. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, attendant que je fasse ce que j'avais toujours fait, faire la paix, acquiescer poliment, arranger les choses. J'ai ravalé ma réponse, non pas parce que je n'en avais pas, mais parce qu'elle devait être délibérée. J'ai regardé autour de moi lentement, j'ai attrapé quelques regards, quelques tressaillements de culpabilité. Je ne suis pas venu pour des excuses, ai-je dit finalement, ma voix calme mais ferme. Je suis venu voir si quelqu'un se souvenait de la vérité. Ça a traversé la pièce comme un couteau dans du beurre mou. L'atmosphère a changé. Ce n'était pas bruyant, mais c'était perceptible. Les cousins ont soudain trouvé leur téléphone fascinant. Tante Lynn s'est agitée sur sa chaise, ajustant des serviettes qui n'avaient pas besoin d'être ajustées. Roman s'est raidi, son sourire se crispant un peu sur les bords. Ne sois pas comme ça, a-t-elle marmonné, gardant sa voix légère. Tu rends les choses bizarres. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La demi-heure suivante s'est écoulée dans un flou de bavardage léger et de rires forcés, auquel je n'ai pas participé. Je suis restée assise, silencieuse, observant exactement ce que je venais voir, à quelle vitesse les gens vont manipuler psychologiquement quelqu'un pour qu'il se taise, si cela maintient l'ambiance légère et les boissons qui coulent. Ce n'est que plus tard, alors que les gens commençaient à débarrasser les assiettes et à rentrer dans la maison, que quelqu'un a enfin rompu les rangs. Lucie, ma cousine du côté de papa, souvent silencieuse et ignorée, s'est assise à côté de moi sur le bord du mur de pierre du jardin. « Tu as meilleure mine », a-t-elle dit en hochant la tête vers mon bras. Ça a dû faire très mal. Ça a fait mal, ai-je répondu en gardant ma voix neutre. Elle a hésité, puis s'est penchée, ses yeux jetant un coup d'œil vers la terrasse où Roman se remettait du rouge à lèvres avec un poudrier. Je l'ai vu verser le café, a chuchoté Lucie. J'étais près de l'évier. Elle a attendu que tu te retournes. Ce n'était pas maladroit, c'était délibéré. Je me suis tourné pour lui faire face. Pendant un instant, je n'ai rien dit. L'aveu planait entre nous comme un fil fragile. Pourquoi n'as-tu rien dit avant, ai-je demandé. Ses yeux se sont baissés sur ses mains. Parce que je ne voulais pas avoir à gérer ce que tu gères en ce moment. Juste. Honnête. Lâche, mais juste. Je ne l'ai pas remercié. Je n'ai pas acquiescé. J'ai juste gravé son nom dans ma mémoire. Plus tard ce soir-là, une fois de retour chez moi, j'ai ouvert mon carnet et j'ai ajouté une nouvelle ligne sous l'entrée des incidents de Roman. Lucie a été témoin de l'incident du café. A confirmé que c'était intentionnel. N'a rien dit à l'époque. Puis j'ai refermé le journal, me suis lavé le visage et me suis préparé pour me coucher.
Mais avant d'éteindre la lumière, je suis allé au garage, j'ai ouvert la portière de la voiture et je me suis glissé sur le siège conducteur. La boîte à gants s'est ouverte avec un petit clic. À l'intérieur, reposant contre l'intérieur comme une vérité silencieuse, se trouvait le formulaire de réclamation d'assurance, et à côté, la carte de visite de mon avocate. Je suis resté longtemps dans ma voiture ce matin-là. Le formulaire d'assurance reposait sur mes genoux, non signé mais lourd. À côté, la carte de maître Garance, simple, propre et imprimée dans une police de caractère confiante, attendait que je choisisse. Je n'ai pas hésité. À 9h40, je me garai devant le petit immeuble de bureaux en briques, à côté de l'avenue des Frères Lumière. Pas de tour brillante ni de sol en marbre ici, juste une modeste enseigne, Garance et belle, litige civil. C'était le genre d'endroit devant lequel on passait 2 fois si on ne cherchait pas, mais je n'étais pas là pour le spectacle. J'étais là pour la stratégie. La réceptionniste m'a accueilli avec un hochement de tête poli, m'a offert de l'eau, puis m'a conduite dans un court couloir jusqu'au bureau de maître Garance. Les murs étaient tapissés de dossiers encadrés, pas de photos de famille. Son bureau était bien rangé, pas de désordre, pas de distraction. Juste son ordinateur portable, un carnet en cuir et un seul stylo parfaitement parallèle. Léa, a-t-elle dit en se levant, sa poignée de main était ferme. J'ai examiné votre demande initiale. Vous avez dit que vous aviez apporté plus de documents. Je me suis assise en face d'elle et j'ai glissé un épais dossier jaune sur son bureau, capture d'écran, mémos vocaux, copie de chaque virement bancaire étiqueté comme un prêt à mes parents ou à Romane, le message qu'elle m'avait envoyé la nuit de l'incendie se trouvait à la dernière page. Maître Garance n'a pas scié. Elle a ouvert le dossier et a commencé à le feuilleter, ses yeux se déplaçant rapidement mais soigneusement. Vous avez bien organisé cela, a-t-elle dit. Très bien. Ces horodatage sont-ils vérifiés? Sauvegardés sur mon téléphone et sur le cloud, ai-je répondu. Elle a tapoté le message que Romane avait envoyé, peut-être que maintenant tu apprendras à ne pas manquer de respect à ton propre sang. Puis elle a levé les yeux. Ce n'est pas un drame fraternel. C'est une agression. C'est une destruction de biens. Et avec ce message, potentiellement une fraude à l'assurance, selon la façon dont nous allons présenter le récit. J'ai attendu. Je ne respirais pas encore à l'aise. Maître Garance s'est penché en arrière. Nous pouvons poursuivre cela en tant qu'affaire civile. Non pas pour la punir, bien que des conséquences viendront, mais pour forcer la responsabilisation. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, la manipulation émotionnelle ne tient pas comme bouclier juridique. Il y a eu une longue pause avant que je ne parle à nouveau. Et mes parents, ai-je demandé. Si je dépose ça, est-ce que ça va les entraîner? Maître Garance a mis le dossier de côté. Seulement s'ils essaient d'interférer. S'ils obstruent, cachent des actifs ou coordonnent des représailles, ils deviennent partie prenante de l'histoire. J'ai acquiescé lentement. Je n'ai rien dit pendant un instant, puis j'ai dit doucement, d'accord, allons-y, nous avons passé l'heure suivante à documenter les déclarations officielles. J'ai tout revu 2 fois. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais de la précision, de la vérité, des preuves, quelque chose sur quoi m'appuyer quand le sol autour de moi avait été retiré comme un tapis. À midi, nous avions redéposé la demande d'assurance. Cette fois, je n'ai pas hésité à nommer Romane directement comme la suspecte. L'officier en charge de l'appel n'a même pas scié. Nous allons signaler cela pour un examen spécial, a-t-il dit. Vous n'êtes pas la première personne à mentionner ce nom dans des réclamations suspectes, mais vous êtes peut-être la plus minutieuse. Ce commentaire m'est resté en tête. Ensuite, j'ai conduit directement à la casse automobile. Ma voiture était toujours là, telle que je l'avais laissée après le rapport des pompiers. Le pare-brise s'était effondré, déformé par la chaleur. Le capot était noirci, strié de résidus rouille. Elle ne ressemblait plus à la voiture que j'avais autrefois achetée après avoir économisé chaque prime pendant 1 an. Mais je n'ai pas détourné le regard. Je suis resté là pendant 5 bonnes minutes, et je n'ai pas pleuré. Elle a utilisé le feu pour me faire peur, ai-je murmuré. J'utiliserai la vérité pour la démanteler. Puis je me suis retourné, je suis remonté dans ma nouvelle voiture de location et j'ai conduit jusqu'à la poste. J'avais une seule lettre, juste une, et elle était pliée dans une simple enveloppe blanche. Pas de note, pas d'explication. Juste la copie imprimée de la lettre officielle du bureau de maître Garance, classée et signée. La femme au comptoir a haussé les sourcils. Recommandé ou normal? Recommandé,
ai-je répondu. Elle doit savoir que je sais. J'ai regardé l'enveloppe glissée dans le bac derrière elle. Ce soir-là, je me suis fait un thé, je me suis assise dans le silence de mon appartement, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le bruit autour de moi s'estomper. Mon téléphone a vibré une fois. Je n'ai pas vérifié. Je ne courais plus après leurs mots. 3 jours plus tard, je me suis réveillé avec un message de Lucie, ma cousine qui m'avait chuchoté la vérité au brunch. C'était une capture d'écran. Le post Instagram de Romane, un écran noir, une police blanche. Tu penses être meilleur. Attends un peu. Pas de légende, pas de tag. Juste ça. Mais j'avais déjà la capture d'écran. Je venais de finir de plier le linge quand la notification a allumé mon téléphone, une identification de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis au moins 10 ans. Et, c'est à propos de toi. Curieuse, j'ai tapé sur le lien. Cela a ouvert directement l'histoire Instagram de Romane. Elle était assise sur son porche, tenant une tasse avec sa main bandée, juste assez levée pour montrer que ses cheveux étaient soigneusement bouclés, les lèvres brillantes. Et elle avait ce regard innocent, presque fatigué, qu'elle portait si bien au lycée, comme si le monde avait toujours été un peu trop dur pour quelqu'un d'aussi fragile. Sa légende disait, quand ta propre sœur t'accuse de choses juste parce que tu avais besoin d'aide pour acheter une voiture. Certaines personnes vivent pour le drame. C'était tout. Pas de nom direct, pas de contexte. Mais la section des commentaires s'en moquait. Je suis tellement désolé, Romane. La famille peut être la pire. Je t'envoie de l'amour, ma belle. Tu ne mérites pas ça. Elle a toujours été jalouse de toi. Nous le savions tous. J'ai fixé l'écran un long moment. Mon cœur ne s'est pas emballé. Je n'ai pas ressenti la chaleur de la panique ni la piqûre de la trahison comme avant. Juste un lent silence bouillonnant. Et j'ai murmuré à personne en particulier, ce n'est pas un malentendu. C'est de la diffamation. Le soir, la publication avait été partagée. Des amis de l'université commençaient à m'envoyer des liens. Romane avait mis en ligne un « réel » intitulé « Mon côté de l'histoire ». C'était une collection de citations vagues, de selfies les yeux larmoyants et d'une musique de fond qui la faisait ressembler à une survivante d'une tragédie cinématographique. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire des captures d'écran, chaque commentaire, chaque photo, chaque horodatage. J'ai créé des dossiers, des sauvegardes, un disque séparé. Le lendemain matin, je suis retourné au bureau de Maître Garance. Son assistante m'a conduite dans la même salle de conférence. Pas de musique cette fois-ci, pas de petites conversations agréables. Maître Garance m'attendait, ses lunettes posées bas sur son nez, faisant défiler sa tablette. Je l'ai vue, a-t-elle dit avant même que je ne puisse m'asseoir. Et je suis contente qu'elle l'ait posté. J'ai haussé un sourcil. Maître Garance a tourné l'écran vers moi. Elle vient de nous donner une autre arme, des fausses allégations faites en public alors qu'un litige est actif. C'est un angle solide pour la diffamation avec intention de tromper, surtout avec les images qu'elle se donne. Elle se présente comme la victime, et te vise sans te nommer. Classique, mais pas assez astucieux. Elle a tapoté son stylo sur la tablette. Eh bien, nous allons amender la plainte. On ne combat pas les mensonges par des mensonges plus bruyants. On utilise la loi. J'ai acquiescé. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa certitude. Vendredi, les documents ont été traités. La lettre officielle, avis d'intention de poursuivre, a été envoyée par coursier à l'appartement de Romane. Le soir même, son Instagram était silencieux. Plus d'histoires, plus de nouvelles publications. Rien que le silence. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Vers 18h40, alors que je rinçais une tasse de café, mon téléphone a sonné, maman. J'ai laissé sonner pour qu'elle laisse un message vocal. Mais le deuxième appel est venu presque immédiatement après. J'ai décroché. Sa voix était aiguë, comme du métal sur du verre. Comment oses-tu signifier des documents légaux à ta propre sœur, Léa? C'est ta famille. Quel genre de femme traîne son propre sang devant les tribunaux comme ça? J'ai gardé ma voix calme. Maman, elle a posté des mensonges sur moi à des milliers de personnes. Elle a mis le feu à ma voiture. Tu n'as rien dit quand elle a fait ces choses. Elle est sous beaucoup de stress ces derniers temps, tu sais ça. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel rosissait. Et moi,
J'ai été sous le feu, littéralement. Maman a soufflé. Tu as toujours tout exagéré. Tu es froide, Léa, c'est le problème. Tu as oublié ce que signifie la famille. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterai plus tard. Cette nuit-là, je me brossais les cheveux quand j'ai vu l'icône de message vocal clignoter à nouveau. Celui-ci ne venait pas de maman. Romane. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur « Lecture ». Sa voix était plus basse que d'habitude. Pas de numéro de théâtre cette fois-ci. Juste une fureur brute, amère. Tu penses que c'est fini? Tu penses que me signifier des papiers te rend meilleur que moi? Continue de pousser et je m'assurerai que le monde sache qui tu es vraiment. Tu n'es pas une sainte, ma sœur. Tu veux la guerre? Bien, jouons. Je ne l'ai pas rejouée. Je l'ai transmise à Maître Garance. Moins de 20 minutes plus tard, son email est arrivé, parfait. C'est recevable. Elle menace de représailles pendant le litige. Merci. J'ai sorti mon carnet du tiroir, le même que j'avais utilisé cette nuit-là au motel, et j'ai écrit « qu'il crie ». La loi, non. Le samedi s'est déroulé sans grand bruit. J'ai désactivé les notifications, nettoyé le réfrigérateur, réorganisé mes livres. Chaque petite tâche semblait plus nette, plus délibérée, comme si je récupérais quelque chose, centimètre par centimètre. Mais vers 21h14 ce soir-là, alors que je m'installais sur le canapé avec une couverture et une tisane à la camomille, mon téléphone a vibré avec un nouveau message de Lucie, la cousine du brunch, et « Tu dois entendre ce que Romane dit de toi au travail ». J'ai posé la tasse de thé, j'ai fixé l'écran. Bien sûr, elle ne s'arrêterait pas. Pas encore. Mais je n'avais plus peur de sa voix. J'avais la mienne maintenant, et elle s'exprimait par des affidavits, des orodatages, par un silence bien documenté. Laisse-la parler. Il était un peu plus de 8 heures un dimanche matin gris quand je me suis garé en face du café que Lucie avait mentionné. Une brume constante s'était installée, adoucissant le monde en des contours calmes. Je l'ai aperçue à travers la fenêtre, assise à une table de coin, les mains serrées autour d'une tasse en carton, comme si elle se préparait. Quand je suis entré, elle a levé les yeux et m'a fait un demi-sourire. Pas le genre amical, le genre tiraillé. Le genre qui disait « Je déteste être la porteuse de cette nouvelle ». Nous n'avons pas perdu de temps. Je sais que j'ai dit que je ne voulais pas m'impliquer, a-t-elle commencé, la voix basse, mais Romane n'arrête pas de parler. J'ai haussé un sourcil, mais je n'ai rien dit. Elle a dit aux gens au travail que tu étais mentalement instable, manipulatrice, que tu as incendié ta propre voiture pour attirer la sympathie. J'ai cligné des yeux, non pas d'incrédulité, mais de reconnaissance. Romane a toujours joué avec la réalité comme si c'était un script qu'elle pouvait modifier à la volée, mais c'était un nouveau niveau. Lucie a fait glisser son téléphone sur la table. Elle ne l'a pas juste dit, elle a envoyé des messages à des collègues, des discussions de groupe, des blagues. Regarde. Il y avait au moins une douzaine de captures d'écran. Romane se moquant de moi, riant de la façon dont certaines personnes feignent la victimisation pour rester pertinentes. Et d'autres qui renchérissaient, certains hésitants, d'autres avec empressement. Un message disait, peut-être devrions-nous en parler au RH. Sa sœur a l'air dangereuse. Dangereuse. Ce mot s'est posé dans ma poitrine comme une pierre. J'ai regardé Lucie. Merci de me l'avoir dit. Elle a acquiescé. Je pensais juste que tu devais le savoir avant que ça ne s'aggrave. Dehors, la pluie était devenue régulière. En retournant à ma voiture, j'ai senti le calme en moi changer. Non pas en rage, pas même en tristesse, juste quelque chose de plus froid, de plus clair. Sur le siège conducteur, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai trouvé le dossier de photos avec les dossiers médicaux, ceux du moment où le médecin a traité les brûlures sur mes bras. Un autre dossier avec le rapport de l'expert en assurance. Et une capture d'écran expurgée, le message de Romane qui disait « Tu l'as mérité ». J'ai hésité un instant, puis j'ai publié un message privé. Pas de fanfare, juste un fond blanc et 3 images, et une légende, je ne voulais pas faire ça, mais quand les mensonges deviennent dangereux, le silence n'est pas une grâce, c'est de la complicité. Au moment où je suis rentré chez moi, la publication avait été partagée 50 fois. 1 heure plus tard, elle avait dépassé les 500, puis le déluge est arrivé, commentaires, messages, vieux amis du lycée, collègues que je n'avais pas vus depuis des années. Je me souviens que Romane traitait les filles de grosses en cours de sport et en riait.
Elle faisait pleurer ma petite sœur tous les jours en terminale. Elle a déjà fait ça. Merci d'avoir enfin parlé. Un compte anonyme a posté, elle m'a volé 400 € dans une affaire de voiture d'occasion il y a 2 ans, puis m'a bloqué. Et juste comme ça, le récit s'est fissuré. Il ne s'est pas effondré d'un seul coup, il a lentement glissé comme de la glace qui s'amincit sous le poids, mais les gens commençaient enfin à voir. En fin de soirée, le compte Instagram entier de Roman a disparu. Parti. Plus d'histoire, plus de publications, plus de biographies. Puis un message direct est arrivé d'un compte vide, sans photo de profil, s'il te plaît, enlève ça. Tu ne sais pas ce que tu fais. Pas d'excuses, pas d'aveu, juste de la peur déguisée en préoccupation. J'ai bloqué. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas interagi. Je me suis juste assise à ma table de cuisine, les lumières tamisées, et j'ai laissé le silence s'installer. Ce qu'il y a avec le silence, c'est que ce n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est une stratégie. Parfois, c'est la chose la plus bruyante dans la pièce. 1 heure plus tard, j'ai vérifié mes emails. Un message était arrivé d'un nom que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie, Madame Rousseau, mon professeur d'anglais de seconde. Chère Léa, tu as toujours été la plus stable. Tu te montrais, tu aidais les autres élèves sans te faire remarquer. J'aurais dû voir à quel point c'était difficile pour toi. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je le vois maintenant. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai archivé. Un autre message est arrivé de Thomas, un ami qui travaillait dans l'immobilier. Besoin d'aide pour trouver une voiture ou reconstruire? Tu sais que j'ai des contacts. Dis juste le mot. Je n'ai pas répondu, pas encore. Mais j'ai tout sauvegardé, chaque capture d'écran, chaque email, chaque message direct. Non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que je devais me souvenir que c'était à ça que ressemblait la vérité quand elle refaisait surface. Cette nuit-là, je me suis couché sans peur. Pas de va-et-vient, pas de retournement, pas de répétition d'arguments dans ma tête. J'en avais fini de jouer la défense. Le lendemain matin, alors que je versais du café dans ma tasse de voyage, j'ai entendu le couvercle de la boîte aux lettres se refermer. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai récupéré l'enveloppe. Ce n'était pas de Roman. C'était de son employeur. Le soleil avait à peine dépassé le rebord de la fenêtre quand j'ai aperçu l'enveloppe. Couleur crème, avec le poids et la texture de quelque chose d'officiel. Elle était seule sur la table de la cuisine, là où j'avais jeté le courrier du matin. Pas d'adresse de retour sur le devant, juste mon nom, encre noire nette, formelle. J'ai glissé un doigt sous le rabat et je l'ai ouverte lentement, en faisant attention de ne pas déchirer. L'en-tête m'a frappé en premier, service des ressources humaines, solution Innovatech. Le lieu de travail de Roman. J'ai lu la lettre une fois, puis encore plus lentement, nous avons reçu plusieurs rapports concernant des déclarations publiques faites par Mademoiselle R. Dubois en référence à une affaire civile en cours. Nous pourrions demander votre coopération dans le cadre de notre examen interne. C'était tout. Pas de menaces, pas d'émotion. Juste la procédure. Je suis resté au comptoir pendant une longue minute, le papier toujours à la main. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, ni même de la justification. Juste un étrange calme profond, comme le bruit lorsque le four s'arrête en hiver et que l'on remarque à quel point il était bruyant. Je n'ai jamais contacté son employeur, je n'ai jamais nommé l'entreprise, mais Internet, il n'a pas besoin de carte. La vérité voyage seule. Plus tard cet après-midi, mon téléphone a vibré alors que je pliais des serviettes. Un message s'est allumé d'un ancien numéro que je n'attendais pas, la mère de Roman. Tu détruis l'avenir de ta sœur. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas scié. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ancien dossier et j'ai glissé la capture d'écran sous l'onglet intitulé « Tactique de pression familiale », pièce C. J'ai terminé le linge, j'ai pris mon temps pour ranger les serviettes, chacune empilée, propre, silencieuse. Cette nuit-là, juste avant minuit, Lucie m'a envoyé un nouveau message, une capture d'écran, pas de légende. Suspendu sans salaire en attente d'enquête. L'objet d'une note interne. Le nom complet de Roman en gras en haut. Pas de célébration, pas de pic de triomphe, juste du calme. Le lendemain matin, il a plu, une douce pluie de printemps qui tapait doucement aux fenêtres. J'ai allumé une petite bougie près de l'évier de la cuisine et j'ai préparé le café à la main. Vers 10h30, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée.
Incoulant, délibéré, pas urgent, pas hésitant. J'ai ouvert pour trouver mon père. Il avait l'air plus mince, plus vieux que dans mes souvenirs, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Ses cheveux étaient plus gris, sa voix plus douce. Je ne savais pas que c'était devenu si grave, a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. Elle nous a dit que tu avais brûlé la voiture par dépit, que tu avais craqué. Je suis resté immobile, laissant le silence s'installer entre nous. Puis j'ai dit calmement, sans cruauté, vous avez cru ce que vous vouliez croire. Maintenant, vous êtes face à la vérité, et ça brûle. Il a acquiescé lentement, n'a rien dit d'autre, est resté là un instant de plus, puis s'est retourné et est parti. Pas de colère, pas d'excuses, juste le poids lourd de voir ce qui avait toujours été là. Ce soir-là, j'ai emmené mon chien faire une longue promenade. Les rues étaient humides mais paisibles. Quelques voisins ont fait un signe de la main depuis leur porche. J'ai souri poliment, la tête baissée. Nous avons traversé le petit parc derrière la bibliothèque, où les enfants poussaient Roman et moi sur les balançoires, avant que tout ne tourne mal. Je me suis assise sur le banc le plus proche des pins, j'ai lâché la laisse et j'ai murmuré à personne en particulier, je ne voulais pas de vengeance. Je voulais du soulagement. Je me souviens du premier jour à l'hôpital, ma cuisse enveloppée de gaz, l'infirmière ajustant doucement le pansement tout en faisant semblant de ne pas regarder mes larmes. Je me souviens d'avoir caché les cicatrices de mon reflet pendant des semaines, des mois. À quel point cela me démangeait à chaque rappel de ce qu'elle avait fait. Maintenant, ça me démangeait moins. Et le masque de Roman, il ne glissait plus. Il était tombé. Samedi, le temps s'était éclairci. Une lumière chaude se répandait sur le porche. J'ai trouvé une simple enveloppe dans ma boîte aux lettres, adressée à la main de Roman. Pas d'adresse de retour, mais je l'ai reconnue instantanément. Son écriture n'avait pas changé depuis le lycée. Je me suis assise dans le salon pour l'ouvrir. Juste une page. Je ne voulais pas que ça aille si loin, lisait-elle. J'ai perdu le contrôle. Je voulais juste compter à nouveau. Il n'y avait pas de pardon, pas d'appropriation. Juste des regrets pour ce qui s'était passé, pas pour ce qu'elle avait fait. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai glissée à l'arrière du dossier. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas soupiré. Au lieu de cela, je me suis tourné vers mon bureau, j'ai ouvert mon journal à une nouvelle page et j'ai écrit 4 mots simples, l'affaire avance. Le stylo est resté entre mes doigts plus longtemps que prévu. L'affaire avance, j'avais écrit. Mais ce n'était pas une déclaration. Juste une respiration. Une respiration silencieuse après des mois à retenir mon souffle. Au moment où le lundi est arrivé, je me suis réveillé avant le réveil, vêtu d'une robe bleu marine aux manches qui effleuraient mes poignets, et j'ai complètement zappé le maquillage. Mon visage n'avait pas besoin d'embellissement. Je n'étais pas là pour jouer un rôle. J'étais là pour clore un chapitre. Maître Garance m'a rencontré devant le palais de justice. Elle n'a pas parlé, juste offert un hochement de tête rassurant alors que nous passions les détecteurs de métaux et suivions le couloir silencieux qui menait à la salle d'audience 4B. Les murs étaient beiges. L'air sentait légèrement le vieux bois et la moquette usée, comme un endroit où les choses se terminaient plus souvent qu'elles ne commençaient. À l'intérieur, la salle était presque vide, un huissier, un greffier, un juge déjà assis. J'ai rapidement remarqué, pas de journaliste, pas de famille assise derrière nous. Juste le silence du processus juridique qui attendait de commencer. Et puis Romane. Elle était assise de l'autre côté, à côté d'un avocat mince, l'air fatigué, qui ne semblait pas prêt à beaucoup de combats. Ses cheveux étaient lâchement tirés en arrière, comme si elle n'avait pas pris la peine de faire d'efforts ce matin-là. Elle avait l'air plus âgée. Non seulement fatiguée, mais vidée d'une certaine manière. Le juge a ajusté ses lunettes et a commencé, affaire numéro 22 CV 514. Les allégations incluent agression, destruction de propriété, diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Mon nom a résonné dans la voix du greffier alors qu'il lisait les détails. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas regardé Romane. J'avais déjà trop longtemps regardé dans le miroir de notre passé. Les déclarations liminaires ont été brèves. Mon avocate a présenté la chronologie calmement, passant en revue les rapports d'assurance, l'enregistrement vocal où Romane se vantait de m'avoir donné ce que je méritais, et les captures d'écran de la campagne de dénigrement en ligne. Les photos de mes brûlures ont été soumises en dernier. Je n'ai pas regardé. Je m'en souvenais assez bien. L'avocat de Romane a tenté la défense de la tension psychologique temporaire, stress familial,
stress de l'enfance, stress d'un travail sous pression. Je comprenais la pression. Ce que je ne comprenais pas, c'était la cruauté. Mon avocate n'a pas parlé par-dessus eux. Elle a simplement laissé le silence s'installer quand il le fallait. Mon dossier, épais, silencieux et méticuleux, a fait tout le travail. Et moi, je n'ai rien dit. J'ai regardé, parce qu'il arrive un point où le silence n'est pas une évasion, c'est un pouvoir. 3 heures plus tard, le juge s'est penché en avant. Ce tribunal se prononce en faveur de la plaignante. J'ai expiré. Pas brusquement. Pas joyeusement. Juste un soupir. Mademoiselle R. Dubois est condamnée à verser une restitution, à couvrir les frais de justice et à suivre des séances de thérapie obligatoires. Une ordonnance de protection permanente est par la présente accordée. Il a fait une pause, ses yeux parcourant les deux côtés de la salle. La justice n'est pas la vengeance. C'est l'équilibre rétabli. Il a frappé doucement le marteau. Pas de coup dramatique. Juste ce qu'il fallait. Dehors, le vent s'était levé. J'ai cligné des yeux en marchant dans les escaliers. Maître Garance a posé une main sur mon épaule, mais n'a rien dit, sentant que j'avais plus besoin de calme que de soutien. Nous sommes arrivés en bas quand j'ai entendu sa voix, « Léa, attends. » Je me suis retourné. Romane m'avait suivi dehors, son avocate nulle part en vue. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait un manteau trop fin pour le froid. « S'il te plaît, » a-t-elle dit, la voix brisée. « Pouvons-nous parler ? Juste nous. S'il te plaît. » Il y avait quelque chose de désespéré dans ses yeux. Pas seulement de la honte. C'était comme si un masque s'effondrait de l'intérieur. Je l'ai regardé pendant une longue seconde, puis j'ai répondu, « Tu as eu ta chance. Tu as utilisé le feu. J'ai utilisé la vérité. » Et je me suis retourné. Le parking était à moitié plein, le soleil scintillait sur le capot de ma modeste Toyota grise. J'ai ouvert la portière, je me suis glissé à l'intérieur et je l'ai refermée derrière moi sans regarder en arrière. Le silence dans la voiture était plus léger que n'importe quel applaudissement. Les semaines ont passé tranquillement. Je suis allé travailler, j'ai préparé mes repas, j'ai fait de plus longues promenades avec mon chien, m'arrêtant pour admirer les jardins de devant. Un matin, je me suis inscrite comme bénévole à un programme de mentorat pour survivants de brûlures, non pas pour être reconnu, mais parce que cela me semblait juste. Un samedi, j'ai acheté un lot de lys dans une jardinerie locale. Je me suis agenouillé dans la terre derrière mon porche et j'ai planté chacun d'eux soigneusement, des rangées de blancs et de roses tendres s'enroulant dans la terre fraîche. Mes paumes me faisaient mal, mais c'était une bonne douleur, une douleur ancrée. Cet après-midi-là, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que je reconnaissais toujours, maman. J'ai laissé sonner et sonner, puis j'ai laissé le message passer à la messagerie vocale. Je n'avais pas besoin de ce qu'elle allait dire. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine, les fenêtres ouvertes. La brise portait le parfum des nouvelles fleurs. J'ai rouvert mon journal, non pas pour me défouler, mais pour marquer une page dans le temps. Quand les gens vous brûlent, ai-je écrit lentement, vous apprenez à construire des murs ignifuges. Des murs silencieux. Et parfois, vous marchez à travers les flammes juste pour prouver que vous ne serez plus jamais incendié. J'ai refermé le livre. Je n'ai pas gagné. Je n'en avais pas besoin. Je suis partie, entière.